Alors bonjour à tous, et avant tout je voudrais remercier TEDx de me donner l'occasion de pouvoir médiatiser une pratique barbare que j'ai découvert en 2007 en faisant des recherches sur internet pour des articles. Donc cette pratique, c'est le cat bombing. Ça ne bouge pas. Ouais, Ouais, ça ne bouge pas la flèche. Voilà. Donc le cat bombing, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation... Décidément, ça ne marche pas. Ouais. Tu vois? D'accord. Donc c'est l'utilisation d'un chat littéralement bourré d'explosifs pour libérer des galeries minières, essentiellement en Sibérie. Donc c'est un trafic qui a été découvert par un journaliste roumain entre la Roumanie et la Sibérie. Il faut savoir que la Sibérie est extrêmement riche en minéraux, qui intéressent beaucoup l'industrie électronique, et il y a extrêmement peu de mineurs. Donc du coup, on préfère, pour éviter les pertes humaines et pour faire plus de rendement, on a utilisé le cat bombing depuis quelques années. Alors, c'est en lisant l'article de Cristian Tudor Popescu, qui est un journaliste roumain, qui faisait état du début du trafic entre la région de Botoșani, qui est une région de Roumanie, vers la Sibérie. Il y a énormément de félins qui disparaissent donc, dans ces régions et qui sont envoyés vers les mines de Sibérie. Alors comment ça se passe? Les mineurs utilisent du C4, qui est un explosif malléable. Ils le mettent dans un préservatif relié à une batterie électrique. Et ensuite, ils l'introduisent de force, soit dans l'œsophage, soit dans le rectum du chat. Ensuite, ils lui font peur et le chat va dans l'extrémité de la galerie. Alors on voit que les explosions, c'est quand même du travail assez grossier, donc c'est surtout pour éviter les pertes humaines. Et il faut savoir aussi que dans beaucoup de régions européennes, dans la culture populaire, les chats noirs sont encore associés au diable et aux sorcières. Donc c'est pas un problème moral d'exterminer les chats noirs, c'est plutôt limite bien vu. Et quand les chats réussissent à s'échapper parce que l'explosif n'est pas bien accroché, ils réussissent à retourner dans la nature. Le problème, c'est que c'est des conditions de survie extrêmement difficiles et on a une grosse mortalité à ce moment-là. Et ceux qui réussissent à survivre se regroupent en petites meutes. Mais bon, chat noir sur fond blanc, pour les prédateurs, c'est très mauvais. Et puis, il faut savoir qu'en Sibérie, les proies des chats sont aussi grosses que les chats, puisque c'est des rongeurs, des gros rongeurs, des lapins. Donc du coup, les chats n'arrivent pas à se nourrir. Et en plus, chat noir sur fond blanc, les mineurs réussissent à les attraper après coup. Ensuite, il y a des mineurs qui se recyclent dans le trafic. Donc Adams, qui était un ancien mineur, qui a triplé son salaire en faisant du trafic de chats. Donc il fait de l'élevage de chats noirs, on voit la réserve derrière lui. Et ça crée une économie parallèle assez puissante autour des mines et aussi une forte demande en chats. Donc, quand j'ai vu ce phénomène, j'ai voulu médiatiser au maximum. Donc, j'ai créé, c'était les débuts de Facebook, j'ai créé un groupe Facebook avec toutes les informations, toutes les mines, les liens Google Maps vers les mines en question. En quelques jours, quelques semaines, j'ai eu 40 000 inscrits. 40 000 inscrits qui ont laissé des messages tous outrés. Et aussi, spontanément, des sites dans d'autres langues, des groupes dans d'autres langues qui se sont lancés en anglais, en allemand, contre le cat bombing en partant de mon modèle de base. Et aussi, j'ai reçu des vidéos. Donc, en l'occurrence, cette vidéo-là. On n'a pas le son, c'est bizarre. C'est pas grave. Donc, en gros, c'est deux journalistes russes qui sont partis vers les mines. Donc on voit un peu la qualité des routes déjà, et puis la rudesse de la nature pour la survie des animaux. Donc il n'y a rien à manger pour des chats qui sont habitués à être nourris par des humains. Donc plusieurs heures plus tard, ils sont arrivés dans la mine en question, qui est déserte la plupart du temps parce que les mineurs ne peuvent pas rester sur le long terme. Donc ça les arrange aussi d'utiliser les chats pour éviter de rester trop longtemps sur place. Et on voit aussi qu'il n'y a personne pour s'occuper des chats qui auraient survécu entre-temps, puisque la zone est déserte. On voit aussi la vétusté des systèmes. C'est des galeries complètement absolument pas sécurisées. Donc on imagine le calvaire des chats à l'intérieur de ces réseaux.
Et enfin, les journalistes ont réussi à rentrer en contact avec quelques chats. Donc on voit la difficulté de trouver de la nourriture pour certains chats. Et on se rend aussi compte que ce sont des chats qui sont habitués aux humains, puisque un des chats va venir directement voir les deux journalistes et essayer de se faire caresser. Donc, ce sont quand même des chats qui essayent de recréer des abris de fortune près de la mine. Mais ce ne sont pas du tout des conditions de survie idéales. Donc après la diffusion de cette vidéo qui a eu beaucoup de succès et qui a été beaucoup partagée, j'ai été directement contacté par Greenpeace, par la PETA, par WF, par différentes chaînes de télévision sur Facebook, qui m'ont tous demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à diffuser cette information, qu'est-ce qu'on peut faire pour les petits chats. Et moi, bien sûr, j'ai fait la meilleure chose à faire à ce moment-là, j'ai pas répondu. Et pourquoi j'ai pas répondu? Parce qu'il y a un petit problème avec le cat bombing, vous l'avez compris, c'est que c'est un fake. Il n'y a jamais eu de cat bombing, il n'y a jamais eu de chat explosif. Par contre, le groupe de 40 000 personnes, le partage et tous les témoignages sont des vraies réactions de gens. Donc pourquoi le cat bombing? Donc moi, en tant que concepteur viral et influenceur digital, j'avais besoin de me prouver à moi-même et à mes futurs clients que je pouvais contrôler une rumeur et la rendre totalement crédible et impénétrable par les gens sur le net. Et donc, comment j'ai fait? J'ai utilisé le storytelling. Alors, le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Et c'est aussi l'application de valeur à votre histoire pour rendre votre marque ou votre cause plus juste, qu'elle soit beaucoup plus acceptable par le grand public. Donc, le grand dieu du storytelling récent, c'est quand même Steve Jobs, qui nous a raconté pendant toute sa carrière la belle histoire du petit geek dans son bureau, dans son garage, qui devient presque le messie à la fin de sa vie. Et moi, ce que j'utilise, c'est le storytelling d'influence. Le storytelling d'influence, c'est quand on utilise une généralité, un épiphénomène, pour faire une généralité. C'est-à-dire qu'on va prendre quelque chose qui est arrivé une seule fois, on va dire ça arrive tout le temps, et ça va rendre votre cause plus juste. L'exemple d'une femme qui a été mutilée en Afghanistan, à qui on a arraché le nez, c'est arrivé une fois. Mais l'armée américaine va dire si on ne va pas en Afghanistan pour sauver les femmes, elles vont toutes être mutilées. Donc venez avec nous, soutenez-nous. Par contre, quand il y a une rupture du storytelling, la belle histoire que l'armée américaine racontait pendant la guerre du Vietnam, elle a été détruite par cette photo qui faisait état qu'il y avait des bavures avec les autochtones. Et donc, destruction de la belle histoire. Et cette photo, ça a signé la fin de la guerre au Vietnam. Un des grands exemples que j'ai suivis pour ce fake, c'est l'histoire des rhinogrades. Donc, dans les années 60, il y a un professeur de zoologie qui décide de faire une blague à ses élèves et qui va écrire un livre sur l'anatomie et la biologie des rhinogrades. Donc, il va tout expliquer extrêmement précisément, la biologie, la génétique, la reproduction, les zones de vie des rhinogrades. Les rhinogrades, ce sont des petits mammifères qui marchent sur le nez. Alors, il y avait quand même un petit souci, c'était que tout était faux. Sauf que c'était tellement bien écrit que même aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont persuadés qu'ils ont existé. Et rhinograde, ça veut dire pied de nez. Donc c'était déjà dans le titre la solution. Donc la recette pour un bon gros fake, c'est premièrement, il faut le rendre impénétrable. Il n'y a rien de pire qu'un ado de 15 ans qui va venir détruire toute votre histoire parce qu'il a repéré la petite faille dans le système. Donc être crédible, inventer un avant, un après. Et surtout se rapprocher des événements récents, essayer de s'inclure dans l'actualité pour rappeler aux gens ce qu'ils ont entendu à la radio, à la télévision, sur Internet avant, et trouver des diffuseurs qui ont un rapport avec ce que vous racontez. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, et ce que beaucoup de gens font, c'est s'inscrire sur sa propre page, signer les vidéos, dire qu'on l'a fait, de dire à tout le monde « Regardez mon beau fake, comment je l'ai fait ». Et choisir un mauvais diffuseur. Donc, si j'avais choisi un diffuseur sur le football pour parler des chats, ça n'aurait jamais marché. Ensuite, il faut concevoir un univers persistant. Un univers persistant, c'est un univers qui permet de raconter un avant et un après l'histoire que vous racontez. C'est créer un univers tellement vaste et tellement riche que vous pouvez partir dans tous les sens. Le meilleur exemple, c'est Star Wars. On fait 3 films il y a 30 ans. 20 ans plus tard, on peut faire encore 3 nouveaux films qui racontent ce qui s'est passé avant, pour imaginer ce qui passe encore après. Donc, on a des univers qui sont très riches et qui peuvent partir dans tous les sens. Ensuite, il faut entretenir son univers avec des personnages qui sont mystérieux, laisser des portes ouvertes
et avoir toujours la possibilité de changer l'histoire au cours du récit. Donc, How I Met Your Mother, par exemple, c'est des archétypes. Chaque personnage a un archétype, mais regroupés ensemble, ça fait un tout qui parle à chaque facette de notre personnalité. Donc on est tous, au moins, tous les personnages à la fois. Et en même temps, parler du quotidien, se rappeler à ce qu'on vit tous les jours. Donc Bref et Dexter sont des séries qui nous parlent de ce qu'on vit tous les jours, et ils ont un petit truc en plus. Et enfin, il faut choisir de suivre une stratégie virale, c'est-à-dire de choisir des sujets qui sont universels, qui vont parler dans toutes les cultures et qui vont faire réagir quelle que soit la culture. Donc pour ça, il faut utiliser les 3 B, babies, boobies, bunnies. Donc moi j'ai choisi les bunnies parce que quand on touche aux animaux, tout le monde réagit. Le sexe, le net est saturé de sexe, donc c'était trop compliqué. Et les babies, c'est encore assez touchy, donc c'était un peu trop risqué. Donc pour conclure, déjà, quand vous diffusez une information sur le net, vérifiez, soyez sûr de vos sources, et même quand vous êtes sûr, revérifiez, parce qu'on peut tous se faire avoir. Et enfin, évitez de devenir le chat noir du web. Voilà, merci.